Bienvenue, on vit tous dans une sorte de grand jeu social, mais voilà, la plupart du temps, personne ne nous a donné le livre des règles. Le sociologue Pierre Bourdieu, lui, a consacré sa vie à décrypter justement ces règles cachées. Aujourd'hui, on va plonger dans sa pensée pour comprendre comment il a percé les secrets de ce jeu auquel on participe tous les jours, souvent sans même s'en rendre compte. Bourdieu commence son analyse avec cette citation. Elle est assez percutante, Elle nous met directement dans le bain. Il y a des codes non écrits, mais incroyablement puissants qui guident nos vies. Et pour les comprendre, Bourdieu nous emmène en Kabylie, une région où le concept d'honneur est vraiment la pierre angulaire de toute la société. Alors voici notre feuille de route pour décortiquer sa pensée. D'abord, on va se poser la question comment peut-on connaître les règles d'un jeu sans manuel? Ensuite, on verra comment un simple lieu, comme une maison, peut nous apprendre des choses sans dire un mot. Puis, on analysera les stratégies qui se cachent derrière le mariage, on parlera de la valeur de la réputation et enfin, on découvrira le concept clé qui relie tout ça, l'habitus, ce qu'il appelle le sens du jeu. Allez, on commence par le point de départ de Bourdieu, le mystère qui est vraiment au cœur de toute son enquête. Imaginez un peu cette scène, un jeu d'enfant en Kabylie, qu'on appelle la koshra. Un garçon défend une balle, qui représente sa fille, placée dans un cercle, la maison. S'il perd, c'est l'humiliation. Vous voyez, ce n'est pas juste un jeu, c'est un véritable apprentissage. Personne ne leur donne de manuel, mais tous les enfants comprennent instinctivement les enjeux, l'honneur, la stratégie. Mais alors, d'où vient cette connaissance? Avant Bourdieu, beaucoup de penseurs voyaient la société comme une pièce de théâtre. Chacun aurait un rôle et suivrait un script de règles bien précises. C'était la vision structuraliste. Mais Bourdieu, ça ne lui convient pas du tout. Pour lui, la vie, ce n'est pas un script, c'est un jeu. On n'est pas des acteurs qui récitent un texte, on est des joueurs qui improvisent, qui s'adaptent, qui ont une stratégie. Et pour prouver qu'on est bien des joueurs et pas juste des marionnettes, Bourdieu commence son enquête dans un lieu assez inattendu, la maison Kabyle. Il va nous montrer que les murs, les objets, la lumière, ce n'est pas qu'un décor, c'est un véritable terrain d'entraînement social. Tout, absolument tout dans la maison, est organisé autour d'une opposition centrale, celle entre le monde des hommes et le monde des femmes. Et à cette division s'en ajoute une autre, celle de la lumière et de l'obscurité. La partie de la maison, avec le métier à tisser, qui est un lieu féminin, protecteur, est du côté de la lumière. À l'opposé, l'étable, qui est liée au monde extérieur, donc masculin, est dans l'ombre. Et enfin, une opposition plus élémentaire encore, le feu, celui du foyer, donc à l'intérieur, et l'eau, qu'il faut aller chercher dehors. Toutes ces oppositions, elles structurent l'espace de vie au quotidien. Et attention, ces divisions ne sont pas juste symboliques. Elles agissent comme un professeur silencieux. Le pilier central de la maison, par exemple, il est identifié à la femme. C'est le cœur du foyer. Le simple fait de grandir dans cet espace, ça nous apprend les règles sans un mot. Le corps comprend sa place, ce qui est bien ou mal, honorable ou pas, bien avant que l'esprit puisse le formuler. D'accord, donc l'espace où l'on vit nous enseigne les règles. Mais comment est-ce que ça se traduit dans les grandes décisions, les décisions d'une vie, comme le mariage? C'est là que le jeu devient vraiment sérieux. Ce que Bourdieu montre, c'est que les familles ne se contentent pas d'appliquer bêtement des lois de parenté, du genre « il faut épouser sa cousine ». Non, elles élaborent de véritables stratégies matrimoniales. Chaque mariage est un coût, un investissement qui peut renforcer la position de la famille, étendre son réseau ou protéger son patrimoine. Et cette logique de stratégie, on la retrouve même dans la mémoire familiale. En étudiant les généalogies, Bourdieu a remarqué quelque chose de frappant. Regardez ces chiffres. Plus on remonte dans le temps, dans les générations ancestrales, plus l'écart se creuse. On se souvient de beaucoup plus d'hommes que de femmes. C'est comme si l'histoire de la famille faisait le tri. Mais alors, pourquoi cette amnésie sélective? Parce que la généalogie, en fait, ce n'est pas juste un arbre familial, c'est un outil de pouvoir. Elle sert à affirmer la force et la continuité de la lignée masculine. On va donc oublier ce qui ne sert pas à cette stratégie. L'histoire officielle est donc bien une construction, quelque chose qu'on maintient activement. Ça prouve que les structures sociales ne sont pas figées, elles sont le résultat d'un jeu constant. On a vu que l'honneur, le prestige, la réputation, tout ça est au cœur du jeu. Bourdieu va leur donner un nom et il va nous montrer que ça fonctionne comme une véritable monnaie d'échange. Voici un concept absolument clé, le capital symbolique. Il faut imaginer ça comme une sorte de compte en banque social. Ce n'est pas l'argent palpable, mais sa valeur est bien réelle. Une bonne réputation, un nom respecté, c'est un capital qui peut ouvrir des portes, garantir un crédit ou sceller une alliance. Et ce qui est brillant dans l'analyse de Bourdieu, c'est de montrer que ce capital est convertible. Par exemple, en organisant un mariage somptueux, on dépense du capital matériel, de l'argent. Mais en retour, on gagne un énorme capital symbolique, du prestige, de l'honneur. Et ce prestige, plus tard, on pourra le reconvertir en aide matérielle ou en soutien politique en cas de coup dur.
C'est un cycle permanent. Le jeu social est dynamique justement parce que les joueurs peuvent sans cesse transformer une forme de capital en une autre. Bon, on récapitule. On a un jeu, des stratégies et même une monnaie invisible. Mais la grande question reste entière. Comment les joueurs apprennent-ils à jouer sans livre de règles? La réponse de Bourdieu, c'est l'un des concepts les plus puissants de toute la sociologie. L'habitus. Ce n'est pas une règle qu'on apprend, ce n'est même pas une pensée consciente. C'est comme une seconde nature, un ensemble de réflexes sociaux qu'on a en nous. C'est ce fameux sens du jeu qui nous fait sentir intuitivement quel est le bon coup à jouer, la bonne chose à dire au bon moment, sans même avoir besoin d'y réfléchir. Cet habitus, attention, il ne s'apprend pas à l'école ou dans les livres. On l'absorbe, on le respire depuis l'enfance. Il s'inscrit en nous à travers les jeux, l'organisation de la maison, les gestes de nos parents. C'est toute l'histoire de notre famille et de notre milieu social qui se transforme en instinct, en une seconde nature qui va guider nos actions. Et c'est là qu'on voit toute la puissance du concept. L'habitus, c'est le chaînon manquant. C'est ce qui explique comment les grandes structures de la société, la classe sociale, le genre, la famille, finissent par orienter nos choix les plus personnels. Nos goûts, nos aspirations, même notre façon de nous tenir. C'est l'histoire collective qui devient en quelque sorte notre nature individuelle. En fait, la théorie de Bourdieu, c'est bien plus qu'une étude sur une société lointaine. C'est une sorte de loupe pour examiner notre propre monde. Elle nous force à voir ce jeu invisible qui se déroule en permanence autour de nous. Alors la question se pose, que ce soit au travail, en famille ou entre amis, quel est notre propre sens du jeu et quelles sont les règles que l'on suit sans même savoir qu'elles existent?